Alors, la première question, c'est est-ce que vous êtes rassuré déjà? Est-ce que Georges Niva? Non, certainement pas, parce que c'est un mouvement civique. C'est un mouvement qui nous met un peu mal à l'aise, je dois dire, de ce côté-ci, parce que c'est en l'honneur et pour l'Europe, et nous n'y sommes pour rien. Cette espèce de troisième souffle qui nous vient de là-bas, après la création de l'Europe par les pères de l'Europe, après la création d'une nouvelle Europe et la chute du mur, l'entrée des pays anciennement communistes, mais pas tous. Et voilà un troisième souffle qui vient de l'Ukraine, des citoyens d'Ukraine. On peut dire que moi j'ai des amis, c'est pour ça que j'ai écrit une lettre à cet ami ukrainien qui est un philosophe, Konstantin Sigov, qui dirige un institut européen à la grande université nationale Morila, pour lui dire que je le comprenais, que j'étais avec lui. Lui et son fils sont sur le Maïdan. Et ce sont des gens parfaitement pacifiques, ce ne sont pas du tout des Ukrainiens radicalisés. Seulement le problème, c'est qu'il y a une centaine de morts. Et que les morts appellent d'abord le deuil, peut-être la vengeance, en tout cas la justice. Et par conséquent, les compromis vont être beaucoup plus difficiles. Constantin me disait tout à l'heure, sur le Maïdan, on demande le départ immédiat du président Yanukovych. Ce qui n'est pas dans les accords, normalement. Ça n'est pas dans les accords, ça n'est sans doute pas la bonne solution, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide du pouvoir en Ukraine. Mais et puis, il y a l'autre Ukraine, dont on parlera certainement, celle qui est peut-être plutôt russophile. Il y a plusieurs Ukraines, mais celle du Maïdan qui brandit le drapeau européen, quand même, elle nous émeut, même si ça a pris une tournure qui est dramatique, qu'on ne peut pas, disons, applaudir à tout ce qui se passe. Mais nous sommes émus. Et qu'est-ce que nous devons faire? Oui. Georges Sokolov? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs Ukraines à Maïdan, dont une qui est très radicalisée justement, qui est regroupée autour d'un personnage qui s'appelle Oleg Terknibok, qui est carrément nazi, qui dessine des croix gammées un petit peu partout, et dont le slogan est mettons les Juifs et les Russes dehors. C'est écrit, donc ça ne se conteste que difficilement. C'est pas écrit à Maïdan. C'est pas écrit à Maïdan, mais c'est écrit autour. Oui, non, oui, je vous en prie. Je sais en général, ça, je sais de quoi je parle. Vous avez été à Maïdan, vous l'avez vu, ce slogan, dehors les Russes et les Juifs. Bien sûr, c'est dehors les moscovites, pardon, ils disent Moscali, ils disent pareil. Déjà, c'est pas les Juifs, donc c'est très chic à et la les télé Juifs, et les Juifs, en référence à Simone Bandera, dont ils ont élevé une statue à Lvov, n'oubliez pas tout de même. Bandera, il faut très important. En tout cas, Bandera, juste pour que les gens comprennent, c'était le leader des Ukrainiens qui étaient alliés avec Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Terminez, Georges Sokolov. Simplement pour terminer sur ce que j'ajoutais à ce que disait Georges Niva, je pense qu'il y a des groupes qui sont diversement constitués sur cette place. Je pense qu'une partie de ces groupes va entendre, je l'espère, le message assez pacificateur qui a été envoyé par le Parlement, et au contraire qu'il y a un groupe très, très activiste qui va rester et avec lequel il ne va pas du tout être facile de traiter parce que ces réactions seront violentes et que les réactions qu'il risque d'entraîner de la part des forces de l'ordre ont déjà été violentes et seront encore violentes. Donc là j'abonde aussi dans le sens de Georges Niva, en ce sens que une fois que les morts existent, il y a des deuils, il y a des dettes, et il y a des tas de choses désagréables qui se profilent derrière. Georges de Cochko, vous voulez? Ils ont annoncé d'ailleurs cela, les extrémistes notamment, auxquels fait allusion M. Sokolov, mais l'ennui c'est qu'on ne sait pas quelle est l'influence qu'ils ont actuellement, parce qu'on est entré dans un processus révolutionnaire quand même. Ils ont menacé de prendre demain le Parlement, d'attaquer le Parlement demain, si Yanukovych ne démissionnait pas demain à 10h du matin. Donc malheureusement, l'accord qui a été signé, qui devrait effectivement arriver à calmer le jeu et à le rentrer dans des rails institutionnels, et non pas dans une logique révolutionnaire, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'opposition institutionnelle a encore un contrôle suffisant sur les manifestants
à Maïdan, mais aussi dans les provinces ouest, où il ne faut pas oublier que les institutions ont été balayées et tous les bâtiments gouvernementaux et de pouvoir sont occupés par les manifestants, donc notamment ceux qui ont élevé la statue à Bandera, etc. Y compris le maire de Kiev, de Lviv, pardon, qui s'est Y compris, rallié, mais ce tout qui à n'est fait, pas un qui sont manifestant ralliés, complètement, radicalisé. Bien sûr, non, c'est mais vrai. C'est un processus révolutionnaire total. Alors Raphaël Il y a- Glucksmann, puisque vous les connaissez bien, ces manifestants. Il y a un mythe total qui est propagé par les amis de la Russie en Occident, qui est de porter toujours la focale sur des groupes qui existent, mais qui, ne représentent que 3%, selon les derniers sondages. Vous parliez de ce Svoboda, le parti d'extrême droite. Ils ont 11% au Parlement. 3% selon les derniers sondages. Ils ont 11% au Parlement et aujourd'hui ils sont à 3%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette révolution et donc cette révolution n'a pas mené à une radicalisation de l'opinion ukrainienne. Au contraire, elle a fait émerger une opposition forte à Yanukovych, mais qui n'est pas du tout d'extrême droite. Et quand on parle des structures d'autodéfense, c'est-à-dire les gens qui se faisaient tirer dessus comme des lapins par les Berkut et les forces spéciales de Yanukovych, ces gens qui ont créé les structures d'autodéfense sont des étudiants en philosophie, et je les ai rencontrés, des étudiants en philosophie de l'université Shevchenko, des apprentis cuisiniers, des gens qui n'étaient engagés dans aucune structure politique et qui n'avaient absolument pas un discours d'extrême droite, qui avaient un discours défensif pour protéger des manifestations qui avaient le drapeau bleu et avec les étoiles jaunes de l'Union européenne, ce qui est quand même pour un parti néo-nazi est problématique. Oui. Rouge et noir, le drapeau rouge et noir, c'est quoi? Il y a des nationalistes, mais les drapeaux rouges et noirs sont ultra minoritaires, d'abord sur la place Maïdan. Non, écoutez, j'ai passé 3 mois, je peux vous dire qu'ils sont ultra minoritaires sur la place Maïdan. Il y a des groupes. Vos étudiants, ils se sont bien entraînés pour arriver à foncer dans les flics comme ils le font. Eh ben, ils sont entraînés tous les jours, avec et effectivement. les camions, ne pas avoir peur, savoir reculer au pas, etc. Eh ben, justement, Je peux vous vous dire pourriez- qu'en vous pourriez 68, admirer leur les courage. étudiants français, ils n'arrivaient Vous pas à pourriez faire ça. admirer leur courage. Et par ailleurs, en 68, les étudiants français faisaient face c'est à la des police de amateurs, De bien Gaulle sûr. et pas face à la Alfons police fasciste de Bah, Yanukovych. Je suis désolé. Raison de plus, ils devraient Eh ben avoir oui, encore mais plus sauf qu'ils peur. ne jouaient pas leur survie, donc pourquoi est-ce qu'ils iraient Je sauter rappelle sur la que police? c'est entre 75 morts, c'est le bilan Oui. officiel, mais on pense 500 qu'il y en a blessés. vraisemblablement une centaine. Mais des policiers aussi qui sont morts. Et des policiers Alors, par qui des tirent à balles manifestants réelles pacifiques qui sur des ont été manifestants. tués Non. par balle ou par des éclats de grenade. Il y a au moins 10 policiers tués par balle et 79 blessés par balle ou par éclat de grenade. Je vais vous donner la parole, comprends Georges bien qu'ils Sokolov, sont et si vous pacifiques. pouvez éteindre Non, votre non, portable non, parce non, qu'il non. sonne. Il y a votre portable qui sonne Oula. de temps en temps, si vous pouvez l'éteindre, et je vous donne la parole tout de suite. Je après. l'ai éteint, je crois. Il me semblait l'avoir éteint, mais je crois simplement qu'il ne faut pas refaire Kiev sur ce plateau. Non. Laissons-les faire de leur côté. Oui, mais disons arrêtons des de choses discréditer. qui Je veux dire- peuvent éclairer au lieu de... Comme l'a dit M. Niva, vous avez un mouvement dont le début et dont l'âme est un soulèvement pro-européen de gens qui pensent que l'Union européenne, s'associer avec l'Union européenne, peut leur assurer la démocratie, peut leur permettre de lutter contre la corruption et peut leur permettre d'échapper à la mainmise russe sur leur pays. Je suis désolé, ce n'est pas des revendications fascistes, ce ne sont pas des revendications portées par des fascistes. Il y a des nationalistes qui se greffent là-dessus. Et à Maïdan, vous avez des gens qui sont anarchistes d'extrême gauche et des nationalistes ukrainiens. Vous avez l'ensemble de la société qui se retrouve là, Et qui leur a tout fait le spectre croire, politique. que l'Europe ferait quelque chose pour eux. Yanukovych, Et- le premier, qui a C'est promis à la parfaitement vrai. population Alors, ils ont ukrainienne écouté le rapprochement maintenant. avec l'UE. C'est parce qu'ils ont écouté, mais Yanukovych... Et voilà. C'est vrai. Non, c'est parce qu'il y a Oui, une oui. aspiration à l'Europe. Bah, Il y a une voilà. aspiration à l'Europe et que pour eux, Ça me paraît très l'Europe évident. est C'est ça qui est synonyme drôle. de l'antithèse totale de ce qu'il leur est promis à leur frontière Il y a est une- et que vous Il y a défendez, un mais qui, ras-le-bol total eux, du les système effraie ukrainien. du système ukrainien C'est pas et de la seulement mainmise russe et de l'aspiration la à l'Europe, souveraineté c'est le système. limitée. Enfin, c'est un système de corruption, effectivement, que ce soit Timoshenko, vous admirez tant, ou que ce soit aujourd'hui Rappelez Yanukovych. rappelez qui était Timoshenko, Timoshenko, c'est celle qui était Premier ministre jusqu'à ce que Et Yanukovych qui est sortie soit de élu prison, contre elle. Et Bon. la mettre en prison. Et Et d'ailleurs, je ne qui a laissé l'admire d'ailleurs, pas. qui a laissé les caisses vides hein, quand elle est partie, il faut Ouais. bien le dire. Hein. Donc malheureusement, c'était un système qui était un peu comparable à celui de Yanukovych, qui est effectivement un système clanique, un système de famille, de corruption, d'enrichissement, etc. Malheureusement, je dirais, l'Ukraine, qui est un superbe pays en plus, et a connu la désoviétisation d'une manière très douloureuse et pas du tout réussie. Mais surtout, Ouais. cette Ukraine, elle est très variée
il faut en tenir compte. Les gens qui habitent à Tchernivtsi, par exemple, dans la Bucovine du Nord, qui ont en face d'eux, à quelques kilomètres, des gens qui ont le passeport européen, ils sont dans une ville qu'on appelait autrefois la Petite Vienne, qui est une ville admirable du point de vue architectural. Et c'est la ville où est né Paul Celan, soit dit au passage. Ils se sentent européens au sens Europe du centre, Mitteleuropa. Je crois que M. Yatsenyuk vient d'inaugurer un monument à l'empereur François-Joseph. Tout le monde est européen. La Russie est européenne. Attendez, ne parlez pas tous en même temps, sinon on ne vous entend plus. Alors là, l'Europe à laquelle ils font appel, mettons que ce soit une chimère, parce que elle n'est pas prête à faire entrer l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas prête à entrer selon les critères de transparence, de non-corruption, etc., qui sont ceux revenus. La Roumanie et la Bulgarie sont à l'intérieur et sont maltraitées. Hein. Oui, elles sont 2 niveaux au-dessus de l'Ukraine. Oui, mais nous ne pouvons que souhaiter pour l'Ukraine de voir son niveau de vie augmenter et surtout nous devons faire quelque chose avec cette chimère. Admettons que c'est une chimère, mais cette chimère, elle s'adresse à nous, à l'autre côté, aux gens d'en face. Il faudra quand même trouver une réponse psychologique, spirituelle, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça, à dire bah non, vous restez dans votre marécage. Alexandra Goujon. Oui, dans Chimère, je ne crois pas. Moi, j'ai rencontré des manifestants qui étaient assez au fait de ce qu'était cet accord d'association, qui étaient assez au fait... L'accord d'association entre l'Europe et l'Ukraine, hein, Voilà. que Yanukovych finalement n'a pas voulu signer, et surtout, qui impliquait des réformes économiques quand même assez douloureuses. C'est pas l'accord d'association qui pose problème, c'est le deuxième accord qui est un accord de libre-échange en fait. C'est celui-là qui posait problème notamment à la Russie, mais aussi à l'Ukraine, qui entraîne effectivement des réformes économiques importantes. J'ai rencontré des manifestants qui effectivement présentaient les choses de la manière suivante. Je trouve ça assez intéressant. Qui disaient, nous, on est indépendants depuis un peu plus de 20 ans, et ce qu'on aimerait, c'est vraiment une Ukraine indépendante. Le problème, c'est qu'on n'est pas au 19e siècle, on n'est pas à la formation des États-nations, on est au 21e, et on est dans un monde globalisé. Il nous faut des partenaires. On peut pas vivre comme ça de manière indépendante. Et à choisir, on préfère avoir comme partenaire l'Union européenne. Pour quelle raison ? Parce qu'on veut se détacher de cette dépendance à l'égard de la Russie. Ça n'est pas rompre tous les liens avec la Russie, bien évidemment. Mais la dépendance que la Russie exerce à l'égard de l'Ukraine, et elle joue sur cette dépendance qui est liée à la période soviétique, qui est historique. Parce que pendant la période soviétique, les liens économiques ont été tissés de manière à ce que toutes les républiques soient dépendantes les unes des autres, justement pour qu'elles ne puissent pas faire sécession. Et donc, ce lien de dépendance, notamment dépendance énergétique, eh bien, c'est sur ce lien que joue la Russie. On l'a vu, baisse du prix du gaz. Ah, il y a un changement de gouvernement, on va remonter le prix du gaz. Ah, il y avait une dette, on n'en avait pas parlé, mais maintenant, on va la remettre à l'ordre du jour. Il faut voir que par rapport à l'offre de traité d'association européen, regardez la chronologie. Vladimir Poutine a proposé une avance de 15 millions de dollars. 15 milliards de dollars, pardonnez-moi. Milliards, il en a déjà versé 5. Et il en a déjà versé 5. En achetant des bons du Trésor, vous achèteriez, vous videriez votre caisse d'épargne pour acheter des bons du Trésor ukrainien ? Videz votre caisse d'épargne. Voilà, et c'est ce que Yanukovych a préféré plutôt que le traité d'association européen. Alors, Marie-France Garot, puisqu'on parle d'État indépendant, l'Ukraine qui se rêve en État indépendant. Je suis assez contente de venir ce soir, contrairement à ma première réaction, parce que je me suis dit qu'on allait peut-être enfin parler de l'histoire. Parce que quand même, les choses ne sont pas nées comme ça. L'Ukraine, tout d'un coup, c'est pas dit, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, qu'elle allait, ben non, finalement, elle voulait vivre sa vie. Quand on regarde l'histoire de l'Ukraine, comme on regarde celle de l'Allemagne, ou celle de la France, d'ailleurs, elle s'étale sur 2000 ans. Bon, elle s'étale sur 2000 ans. Et ces histoires, elles pèsent. L'Ukraine, j'ai vaguement regardé, elle a dû être unie 2 fois, à peu près 2 fois. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que l'Ukraine, de l'autre côté, elle a été immergée au départ elle a été proche de l'Empire byzantin, donc elle est devenue orthodoxe tout de suite, et donc elle est liée beaucoup plus étroitement à la Russie précisément à cause de cela. Et l'autre partie de l'Ukraine, elle est russe. D'ailleurs, c'est le cœur du départ, c'est presque le départ de la Russie. L'autre partie de l'Ukraine, elle était... La Russie qui est...
Oui. Ah, c'est la Russie qui est le départ de l'Ukraine. Oui, enfin, ça dépend. Non, mais c'est ça. Ah, mais si, c'est très important. C'est vrai que c'est à Kiev que la Russie a commencé. Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est la Russie qui est Les principautés ont essaimé. En fait, vous étiez d'accord, mais notamment vous avec étiez l'invasion tartare. Bien entendu, il y a eu des tensions, on les connaît, sur l'autre partie de l'Ukraine, qui est rentrée dans la sortie. Mais le problème maintenant, c'est je crois qu'on mythifie légèrement l'Europe. Je crois qu'il y a des gens beaucoup plus terre-à-terre, si j'ose dire, et beaucoup plus engagés dans une rivalité ou dans une complémentarité qui a une autre dimension. On voit bien à peu près ce qui se passe ou ce qui va se passer. Les tensions en Ukraine, quand même, elles sont largement nées sur le moment de savoir si, oui ou non, justement, c'était lié à la Russie soviétique ou pas. Bon. Et après la chute de la Russie soviétique. En 91, oui. Exactement, après la chute. Autrement dit, à ce moment-là, les gens de l'Ouest, tout le monde sait que les révolutions roses n'ont pas été uniquement financées avec l'argent local. Là, tout le monde le sait. Bon. Vous voulez dire quoi? Que c'était les Américains qui ont financé les... On ne peut pas dire La les révolution Américains. orange, c'est une thèse assez répandue. Ouais. Combien, enfin, vous savez combien d'argent, qui où, par qui? Mais écoutez, mais c'est normal. Sur les réseaux sociaux. Vous savez, le problème, c'est vous qui mythifiez l'Occident, parce que le problème des États-Unis et de l'Europe, c'est précisément qu'ils n'aident pas les mouvements démocratiques et qu'ils n'ont absolument aucune position jusqu'à ce qu'il y ait 100 morts. S'il y a 100 morts, tout le monde dit, de l'autre côté de la table, que c'est l'Europe qui a avancé et qui a créé des tensions. Oui, très bien. C'est ça la révolution orange financée par les Américains, par exemple. Et le problème, c'est quoi? C'est que les Européens et les Américains, pendant la révolution orange... Laissez-nous parler pour les Européens et les Américains, pendant la révolution orange, et pendant cette révolution-là, ont eu une position très attentiste jusqu'au moment où il y a eu une catastrophe. Il n'y a pas de Deus ex machina occidentale qui finance ces mouvements-là. Malheureusement, on sait bien que les États-Unis, depuis une période qui était d'ailleurs celle de la Russie soviétique, cherchaient à établir en Europe une zone neutre, une sorte de sas de décompression entre la Russie soviétique et eux. Ça a d'ailleurs été le début de la politique européenne telle qu'on l'applique maintenant. Exactement ça. Comme disaient les généraux américains, une zone économique et stable, mais surtout pas politique. Et pour ça, ils se sont appuyés sur l'Allemagne. C'est les États-Unis qui ont rétabli l'Allemagne en 1949 et qui ont mis partenaire dans l'OTAN 2 ans après, en 1951. Bon. Et le mouvement de glaciation de l'Europe pour isoler les Américains d'une contagion éventuelle soviétique, c'est amorcé comme cela et c'est continué comme cela. Et puis les choses ont changé. Les choses ont changé pour plusieurs raisons. La première, c'est que le système soviétique a éclaté 10 ans après. Et l'autre, c'est que l'Allemagne a pris du poil de la bête. Et autrement dit, quand on regarde une configuration pour les siècles qui viennent, ou pour même les décennies qui viennent, le problème de l'empire dominant, c'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Bon, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Bon. Et par conséquent, face à la Chine en Europe, quelles sont les deux masses? Eh bien, c'est la Russie et l'Europe de l'Ouest. Et l'Europe de l'Ouest, on est tout de même dans une voie qui est très proche de la domination, ou du moins de la maestria allemande, pour des raisons qui sont d'ailleurs souvent des raisons juridiques et techniques. Mais ce n'est pas contestable. C'est pas contestable, puisque les traités européens sont des traités qui lient les États européens d'une manière à peu près complète, sauf l'Allemagne. Par conséquent, le problème entre ces deux puissances, Russe et Allemagne, c'est un problème de concurrence aussi. Bon, moi je ne voudrais pas que tu ramasses ça et moi je ne voudrais pas de rien avoir, etc. Est-ce que vous qui adorez la souveraineté des peuples, vous qui adorez la souveraineté des peuples, qui défendez la souveraineté des peuples, mais c'est ce qui m'arrive en ce moment. Il y a 1 million de personnes qui descendent dans la rue. Vous pensez sérieusement que c'est financé par les Américains, que c'est les Américains qui les poussent à descendre dans la rue? Non. Alors attendez, pour vous interrompre, parce qu'on va en discuter toute la soirée, on va regarder justement les réactions des dirigeants étrangers, non ukrainiens, à tous ces événements. Regardez.